19 heures à Kinshasa, il est temps de vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les principaux titres de l'actualité. Résolution du conflit entre la RDC et le Rwanda. La délégation de l'Assemblée parlementaire francophone a clôturé mardi à Kinshasa sa mission de bons offices. Plusieurs membres du gouvernement ont été consultés avant de rencontrer le président Félix Tshisekedi. Essor économique de la RDC, Julien Paluku recommande de migrer vers le secteur agricole qu'il estime plus porteur de croissance que le secteur minier. Le ministre du Commerce extérieur propose cette diversification pour améliorer le panier de la ménagère. Banditisme dans le Haut-Katanga, une vingtaine de présumés malfrats ont été présentés par Patrick Kafimbi. Le maire de la ville de Lubumbashi félicite la police pour les efforts fournis dans cette mission. Promotion de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Une mission de bons offices de l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'est clôturée mardi à Kinshasa. Pendant 2 jours, la délégation de l'APF a consulté toutes les couches sociopolitiques congolaises, dont le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. L'objectif est d'établir une relation de paix entre la RDC et le Rwanda. Ce mercredi, la même délégation devrait se rendre à Kigali, toujours dans le cas de cette médiation essentielle entre les deux pays. Les regards sont désormais tournés vers les résultats concrets de cette démarche parlementaire. Au programme de ces 2 journées intenses, la délégation des parlementaires francophones a multiplié les échanges avec les figures clés de la scène politique congolaise, notamment les membres du gouvernement, les représentants de l'opposition parlementaire, les acteurs de la société civile, ainsi que les dignitaires religieux et les leaders traditionnels. Chaque entretien était l'occasion d'aborder les défis actuels, les perspectives d'avenir et les voies possibles pour consolider la cohésion nationale. L'approche adoptée par le parlementaire francophone s'est voulue constructive et non ingérentiste, privilégiant l'écoute active et la facilitation plutôt que l'imposition de solutions, comme le précise le chef de la délégation Hilarion Etang sur Radio France Internationale. Si les détails précis des discussions restent confidentiels, l'issue de cette mission semble encourageante, comme le précise Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. Les regards sont désormais tournés vers les suites concrètes qui découleront de ces échanges, en tenant compte évidemment des travaux qui s'effectuent à Doha, à Washington et au sein de l'Union africaine. Après Kinshasa, la délégation devrait se rendre ce mercredi 28 mai à Kigali pour les mêmes offices, soutenir le processus de paix dans la région des Grands Lacs. Processus d'immigration et de migration, un nouveau passeport biométrique congolais est attendu à partir du 5 juin prochain. Dans un communiqué publié mardi, le ministère des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie annonce l'arrêt de la mise en vente des formulaires pour l'obtention de passeports actuels. Cette initiative vise à renforcer la sécurité des documents de voyage et à simplifier l'acquisition du passeport. Le nouveau document répond aux exigences de l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Fortuné Foissa pour les détails. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé ce mardi 27 mai à Kinshasa les lancements du nouveau passeport biométrique congolais dès le 5 juin 2025. Cette nouvelle est contenue dans un communiqué de presse publié par le ministère des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie. Cette initiative, d'après cette source, s'inscrit dans le cadre de la digitalisation des services consulaires du programme d'action du gouvernement 2024-2028. En outre, elle indique qu'il passe également de 32 à 38 pages. Dans cet ordre d'idées, le gouvernement rassure dans son communiqué que les détenteurs du passeport actuel pourront continuer à l'utiliser jusqu'à sa date d'expiration et coexistera avec l'ancien jusqu'en 2030. Le coût pour l'obtention du nouveau passeport est désormais de $75 payables en espèces auprès d'une agence de la banque Equity BCDC
ou en ligne sur les sites officiels de demande de passeport. Le processus d'obtention du nouveau passeport se fera en ligne sur les sites officiels du ministère des Affaires étrangères www.passeport.gouv.cd. Passation de marché de gré à gré, une ancienne correspondance de la première ministre Judith Suminwa contredit Constant Mutamba alors que le ministre d'État à la Justice défendait récemment dans les médias le recours à un marché de gré à gré pour la construction d'une prison à Kisangani, dossier désormais entaché de soupçons de détournement de fonds publics. Et cette correspondance officielle de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, datant du 16 mai dernier, vient jeter une lumière nouvelle sur cette affaire. Dans cette lettre adressée à l'ensemble des membres du gouvernement et de structures de passation de marchés publics, la chef du gouvernement interdit clairement le recours abusif à la procédure de gré à gré, sauf dans des cas strictement encadrés par la loi. Dans l'actualité également, Julien Paluku Kaongia, ministre d'État au commerce extérieur, a livré une analyse sans détour lors du briefing de presse tenu mardi sur le site de la RTNC face à un parterre de chevaliers de la plume. L'ancien gouverneur du Nord Kivu recommande la diversification de l'économie de la RDC. Si le pays n'a pas tiré de profit du secteur minier, il est temps de migrer vers le secteur agricole pour améliorer le panier de la ménagère. Fortuné Foissa pour le reportage. Nous avons exporté autour de 3 100 000 tonnes de cuivre, mais ça ne se ressent pas dans les paniers de la ménagère. Ce réajustement stratégique s'inscrit à travers la stratégie nationale d'exportation, pilotée par son ministère visant à identifier des produits porteurs de croissance durable. Et pourtant, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 152 000 tonnes de cobalt et près de 3 100 000 tonnes de cuivre ont été exportées l'année dernière. Cependant, cette manne minière ne semble pas irriguer les tissus économiques nationaux. 152 000 tonnes par an, vous êtes à près de, je crois, autour de 60 milliards ou 59 milliards de dollars. Wow. Ça, c'est la valeur de la production du cobalt. Lorsque vous allez vers le cuivre, nous sommes à 3 milliards, 3 millions, 100 millions de tonnes, c'est autour de 29 milliards. Mais lorsqu'on voit comment cela se répercute chez la population congolaise, on ne le sent pas, la pauvreté continue. Pour les experts du secteur, cette sortie relève un tournant stratégique dans la gouvernance économique congolaise. Si les sous-sols restent une richesse incontestable, la croissance ne sera inclusive que si elle repose sur une base productive plus large. L'agriculture, combinée à l'exportation des produits transformés localement, est désormais perçue comme la clé d'une prospérité partagée, moins vulnérable au cycle des matières premières. C'est la diversification de notre économie, c'est-à-dire ne pas nous baser uniquement que sur le secteur minier, mais permettre que le secteur agricole devienne le levier important de la croissance économique. Et j'ai démontré que si on se tourne vers l'agriculture, en complément au secteur minier, en tout cas, la RDC peut se relever dans très peu de temps. On reste dans le briefing de presse à Kinshasa, répondant à la question sur sa réaction au sujet de la dernière sortie médiatique de Joseph Kabila. Julien Paluku a rétorqué par 12 questions posées au sénateur à vie sur ses propres actions en 18 ans de règne qu'il a qualifiées de catastrophiques. Ces propos sont recueillis ici par Fortuné Foissa. Alors, comme je continue à douter qu'il soit là, j'ai 12 questions aussi, parce que quand j'ai suivi là, il a parlé en 12 points. Laissez-moi voir si je peux trouver un exercice de parler aussi en 12 questions. Monsieur le porte-parole. Première question. Est-ce le fils de son père, le président Laurent Désiré Kabila, assassiné en 2001 par la mafia rwandaise, qui est entré à Goma, capitale du Nord Kivu, sous contrôle des mêmes Rwandais? Ça, c'est la première question. Faites parvenir ces questions aux journalistes qui sont à Goma. Deuxième question. Est-ce le fils de Musée qui a relancé le dialogue de Sun City en 2002 et qui a ramené les rebelles près de lui en acceptant la formule 1+4? Amenez cette deuxième question à Goma.
Troisième question. Est-ce le fils de Laurent Désiré Kabila qui a affronté et vaincu l'insurrection de Gilles Moutebousi et de Laurent Kunda en 2004 à Bukavu? Quatrième question. Est-ce le fils de Mouzé qui, à mon avènement à la tête de la province du Nord Kivu, comme premier gouverneur élu, a piloté les opérations contre Laurent Kunda? Cinquième question. Est-ce encore lui qui m'a demandé de résister, je l'ai dit, lorsque le 29 octobre 2008, le CNDP était à la porte de Goma? Sixième question. Est-ce le fils de Mouzé qui, en janvier 2009, a demandé l'arrestation de Laurent Kunda par l'armée rwandaise et accepté l'arrivée de cette même armée au Nord Kivu à travers l'opération Umoja-Wetu, je l'ai dit, du 25 janvier au 25 février 2009, et consécutivement, est-ce le fils de Mouzé qui avait demandé au président de l'Assemblée nationale de l'époque de démissionner parce qu'il n'était pas informé de l'entrée des troupes rwandaises? Septième question. Est-ce le fils de Mouzé qui avait demandé à son ministre de signer les accords de paix le 23 mars 2009, lesquels accords sont à l'origine de la création du mouvement M23? Huitième question. Est-ce le fils de Mouzé qui a ordonné au général Etumba de concevoir l'opération Pomme Orange qui a mis fin au M23 le 5 novembre 2013, d'où mon arrivée le 6 novembre 2013? Pour son sens élevé des meilleurs élèves de la démocratie, malgré son jeune âge qu'il a dirigé pendant 18 ans, avec plus de 5 millions de déplacés et de réfugiés victimes de la barbarie du M23, est-ce encore lui qui a pleuré le colonel Mamadou? Est-ce encore lui qui a pleuré le général Baouma? Non. Est-ce encore lui qui se souvient qu'il y a eu 10 000 morts à Goma, qu'il y a eu 5 000 morts à Bukavu? Est-ce encore lui? Voilà les 12 questions que j'ai voulu ramener à Goma pour voir s'il y a... Direction la province du Haut-Katanga où le maire de la ville de Lubumbashi, Patrick Kafwimbi, a présenté samedi dernier une vingtaine de présumés malfrats qui sèment l'insécurité dans la ville cuprifère, tombée dans le filet des services de sécurité, un travail salué par la population très avide de la quiétude. Images et commentaires. La population est à Lubumbashi, si en tant qu'autorité à tuwezi kulala, il fallait tunaenda pale, tunakwenda kutraquer bale batu bote, et qu'on a fait souffrir la population. C'est aux alentours de 22 h dans la nuit du mercredi que le maire de la ville, Patrick Kafwimbi, accompagné de ses services de sécurité urbaine, a mené une opération décisive ayant conduit à l'arrestation d'une vingtaine de jeunes délinquants. Ce dernier opérait sur le boulevard Moussiri, au niveau du marché rail, sémant l'insécurité dans ce quartier très fréquenté. Nous n'avons pas croisé les bras, nous avons continué à traquer les commanditaires de ces actes de tous ces délinquants jusqu'à leur dernier retranchement, jusqu'à ce que nous aurons la paix dans cette ville. Accusés de vol et de viol, ces fauteurs de troubles ont été interceptés au cœur de la nuit lors d'une intervention minutieusement planifiée par l'autorité urbaine. Une action qui s'inscrit dans les cadres de la lutte contre le banditisme urbain, conformément aux instructions du premier vice-ministre au ministre de l'Intérieur, Maître Jacquemain Chabani. En dépit de leur avancée, le maire n'a pas hésité de se rendre personnellement sur le terrain, illustrant ainsi son engagement sans faille pour assurer la quiétude et la sécurité de ses administrés. Endelea na maservisi ya sécurité yote ya police iko derrière les autorités urbaines et provinciales juu ya kusécuriser population. Population msizanie kama maservisi ya sécurité haitumike kazi, ikunatumika kazi na itaendelea kutumika kazi. En attendant leur transfert devant la justice pour y répondre de leurs actes, le premier citoyen de la ville raffirme sa détermination, faire de Lubumbashi une ville de paix, un espace sécurisé où il fait bon vivre pour tous.
On reste à Lubumbashi pour parler cette fois de la lutte contre l'insalubrité. Le maire de la ville, Patrick Kafwimbi, accompagné du ministre délégué à l'urbanisme en charge de l'embellissement de la ville, Didier Tengue, ont montré l'exemple par le geste de curage des caniveaux et embellissement de la ville, geste salué par les Louchois. Reportage. Chi a été témoin d'une scène peu ordinaire. Deux hommes unis par une même volonté se sont mêlés à la population pour affronter pelle en main les déchets qui gangrènent l'espace public. Le maire de la ville, Patrick Kafwimbi, n'était pas seul. À ce côté, venu tout droit de Kinshasa, le ministre délégué à l'urbanisme, l'honorable Didier Tengue Telito, venu prêter main forte à cette initiative, devenue une référence. Buchafu Nibuloji. Loin d'être un simple slogan, Buchafu Nibuloji est désormais une philosophie d'action, un appel citoyen à la responsabilité collective. Ce jeudi-là, elle a pris une dimension nationale portée par deux figures politiques sur le terrain et non dans les salons. Le point de départ, le carrefour des avenues Femmes Katangaises et le boulevard Katouba, sous un soleil de plomb, les deux autorités n'ont pas hésité à descendre dans les caniveaux, bottes aux pieds pour en extraire les déchets. Une image puissante. Le ministre, manifestement touché par la détermination du maire, a salué publiquement les efforts constants de Patrick Kafwimbi. Au-delà du symbole, le geste est clair, l'État ne se tiendra plus à l'écart face à l'insalubrité urbaine. Je vous remercie. D'abord, je tiens à remercier monsieur le maire de la ville de Lubumbashi. Et nous avons partagé aujourd'hui avec monsieur le maire pour palper un peu du doigt les réalités du terrain, c'est-à-dire les problèmes auxquels ils sont confrontés ici sur place, que ce soit dans le cadre de l'assainissement, dans le cadre de la gestion, dans le cadre de l'accompagnement du développement urbain. Et à notre niveau aussi, donc on a décidé de joindre ensemble nos synergies et de travailler dans le cadre de différentes réformes, des réformes au niveau des textes pour leur permettre de mieux maximiser les recettes et de mieux taxer les pollueurs dans tous les secteurs. Sur toute l'avenue Femmes Katangaise, les deux hommes ont poursuivi leur marche, s'arrêtant devant les commerces, s'adressant directement aux tenanciers pour dénoncer les mauvaises pratiques. Ensemble, ils ont ramassé les déchets, abandonnés le long de la voie publique et les ont déposés symboliquement devant les boutiques concernées. Un acte fort pour responsabiliser les auteurs de ces incivilités. La visite s'est poursuivie dans la commune de Kamalondo. Le long de l'avenue circulaire, là encore les autorités ont supervisé et accompagné l'évacuation d'un énorme amas d'immondices qui menaçait la salubrité de la commune. Le maire et le ministre n'ont pas seulement observé, ils ont agi. Ensemble, sans barrière ni protocole, ils ont montré l'exemple. Ce jour restera comme celui où les mots ont cédé la place aux actes. Didier Tengue Telito et Patrick Kafwimbi ont rappelé que la gestion urbaine est une œuvre collective. Leur présence sur le terrain est un appel à la conscience citoyenne, une preuve que le changement ne viendra pas uniquement d'en haut, mais aussi d'un engagement partagé, sincère et courageux. Tout à fait. Autre chose, le président national du parti politique Alliance des Congolais progressistes, le sénateur Gentini Ngobila, est de retour à Kinshasa après près d'une année passée en convalescence en Europe. Pour sa première participation à la plénière du Sénat du mardi, l'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa a tenu à remercier le chef de l'État à l'occasion de 3 ans d'existence de son parti politique pour son soutien à son endroit et a promis au peuple congolais qu'il continuera à soutenir la vision du chef de l'État, président de la République. Il est ici au micro de Jetou Bakile. À Notre-Dame, à la cathédrale Notre-Dame de Lingola, le dimanche ici, là, qui arrive donc dans 5 jours, nous allons organiser une messe d'action des grâces pour remettre encore de nouveau le parti entre les saintes mains de Dieu le Père. Voilà. 3 ans, c'est beaucoup. Et en même temps, c'est trop peu. Mais néanmoins, l'ACP a su montrer à la face du monde que nous étions un parti organisé, un parti
des masses et un parti qui soutient mordicus les chefs de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi. Bon, non. Ça sera l'année prochaine. Ça sera l'année prochaine, on fera 3 jours de stade. Voilà, 3 jours de stade. Prenez rendez-vous, hein. Ça sera donc l'année prochaine. 3 jours de stade. Bon, c'est un sentiment de honte, hein, en tant que Congolais, de voir, d'abord en tant que Congolais, hein, pas en tant que politique, de voir votre ancien président devenir un supplétif du Rwanda. Alors lui-même, avec ses contradictions, sa position actuelle, il s'est mis dans une posture politique en contradiction avec des idéaux démocratiques et républicains. C'est tout simplement la honte. Il a régné son propre combat. Je crois que tout est dans la Constitution, tout est dans les textes. Lors de ces votes-là, quand la motion a été votée, je n'étais pas là, mais néanmoins je suis solidaire avec tous les amis qui ont voté pour. Du sport pour clôturer ce journal, l'internationale congolaise de Paris Saint-Germain, Merveille Kanjinga, transfuge du tout-puissant Mazembe, a accordé une interview à la presse pour parler de sa nouvelle vie en France comme attaquante du plus grand et prestigieux club français. Ces propos sont plutôt recueillis ici par Fortuné Foissa. TP Mazembe, c'est une grande équipe, mais ici en Europe, c'est un autre niveau. Ça se passe très bien avec les clubs Paris Saint-Germain. Le football européen et africain, c'est pas la même chose. Avec l'adaptation, un petit temps juste les entraînements et tout, ça va y aller. Il y a plein de joueuses qui rêvent de jouer un jour dans un club comme Paris Saint-Germain. Et on s'entend très bien, il y a l'ambiance, tous ensemble avec des filles, toute l'équipe, et ça se passe très bien. On s'amuse bien avec presque elle aussi, Grace, Marie, et Sakina aussi, elle sait un peu de parler un petit peu lingala. Oui. TP Mazembe, c'est une grande équipe. Il y a le professionnalisme, mais ici en Europe, c'est un autre niveau. Chez nous, il y a des matchs où vous pouvez jouer, vous gagnez 40-0, 50, mais ici, même si l'équipe est faible, mais si ils montent sur le terrain, c'est bas, ils jouent, tu peux les gagner, mais pas au-delà de 15, de 20, non. Je tiens à dire à toutes mes fans, les Congolais, de continuer à me soutenir, de continuer à me pousser, de continuer à m'encourager, même de loin. Ils sont là, ils critiquent des mauvaises choses ou des bonnes choses, ça fait du bien. C'est à ce moment-là que tu vois qu'est-ce que tu fais de mal ou qu'est-ce que tu fais du bien. Donc, je les aime tous et je sais qu'eux aussi, ils m'aiment aussi beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce 19h. Merci de votre attention soutenue. Nous vous souhaitons une excellente suite de programmes, bien sûr, sur Ecopolis Télévision.